Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Santé au travail et QVCT, impliquer les salariés pour transformer le travail. Comme vous le savez, cette semaine, donc du 15 au 19 juin, c'est la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail organisée par l'ANACT. Et la thématique de cette année 2026, c'est manager, c'est tout un travail. Dans ce contexte, nous avons eu envie, Efficience, en partenariat avec le projet 41-21, de vous parler justement de l'alliance entre la santé au travail et de la QVCT et de comment impliquer les salariés pour transformer le travail et aussi les modes de management. Pour ce webinaire, nous aurons le plaisir d'accueillir le docteur Hervé Baudeloc, qui est directeur médical et de la prévention chez Efficience Santé au Travail. Bonjour Hervé. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et Vincent Beau, qui est le fondateur et le président de la fondation Projet 41-21. Bonjour Vincent. Bonjour à tous et merci beaucoup à Efficience. Et pour lancer ce webinaire, on avait envie de vous passer un micro-trottoir qu'on a fait en bas du siège d'Efficience Santé au Travail. On a demandé aux gens, alors c'est un micro-trottoir très très bref, on a demandé aux gens qu'est-ce que c'est que la QVCT. Et ce micro-trottoir va nous permettre après de rebondir ensemble et d'expliquer tout ça. Alors je vais le lancer, Est-ce c'est que vous savez parti. ce que c'est que la QVCT? QVCT? Non. C'est pas. Pas du tout. Non, la publicité, Non. non, ça me dit rien. Non du tout. C'est pour qualité de vie et conditions de travail. À votre avis, pour vous, c'est quoi les choses les plus importantes pour une bonne qualité de vie au travail? Les horaires de travail, bien sûr. Respect aux horaires de travail. Je sais pas, je dirais le salaire. Donner le temps du travail et donner le temps de repos aussi. Peut-être la flexibilité, ce qui est horaire, etc. Après, je pense, je sais pas trop. C'est intéressant. Au début, les gens ils savent pas ce que c'est que la QVCT. Et ensuite, quand on décrit ce que c'est que qualité de vie et conditions de travail, là, ce qui leur vient en premier en tête, c'est plutôt la partie horaire, salaire, mais pas conditions de travail. C'est-à-dire qu'ils vont pas parler de comment ils font leur travail, des relations avec leurs collègues, des moyens dont ils disposent pour faire leur travail. Les gens parlent principalement d'une des familles de la QVCT, l'organisation, le contenu et la réalisation du travail, mais il y en a d'autres. Le projet d'entreprise et le management, l'égalité au travail, le dialogue professionnel et le dialogue social, les compétences et le parcours professionnel, la santé au travail et la prévention. Après, là, c'est pas mal, puisqu'on ne parle pas de baby-foot ou de séances de yoga, comme on l'entend depuis des années. La QVCT, c'est pas forcément tout transformé. L'idée, c'est plutôt de mettre en place des actions simples et réalisables, en associant tous les membres de l'entreprise, tout en se laissant la possibilité de réajuster, de revenir en arrière avant son déploiement opérationnel. Du 15 au 19 juin, c'est la semaine de la QVCT et elle aura pour thématique cette année le management. On s'en parle la semaine prochaine dans un nouveau micro-trottoir. Abonne-toi pour pas le manquer. Alors effectivement, c'est intéressant, Hervé, je te laisse rebondir sur ce micro-trottoir. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Donc, la personne que vous avez vue qui réagissait, c'est Magali, une de nos psychologues, psychologue du travail. Et donc, c'est vrai qu'elle a relevé en fait beaucoup de choses dans ce qui était dit dans ce micro-trottoir. Et nous, on voulait quand même, pour que vous puissiez partir avec des informations un peu scientifiques et un peu claires et concrètes, reprendre ces principaux axes. Traditionnellement, sur la QVCT, ils sont divisés en 6 axes. Donc, vous voyez que le premier qui est en haut, c'est celui qui est relatif aux relations de travail et climat social. Donc ça, on voit bien tout de suite intuitivement que ça vient interroger tout ce qui est qualité des relations professionnelles, la reconnaissance des salariés au travail, la cohésion d'équipe et puis l'existence ou l'absence d'espace d'échange et de convivialité. Ensuite, il y a un autre élément qui est important en termes de QVCT, c'est véritablement le contenu du travail. Est-ce que les missions des collaborateurs sont claires? Est-ce qu'il n'y a pas de chevauchement entre les missions des uns et des autres? Est-ce qu'il y a une autonomie suffisante dans le travail? Ou est-ce que vraiment le travail prescrit est extrêmement précis et du coup, les collaborateurs ont relativement peu de marge de manœuvre? Est-ce qu'ils ont aussi des moyens qui sont adaptés? Donc les moyens, ça peut être le temps, ça peut être les compétences, ça peut être les logiciels dont ils disposent pour réaliser leur travail, ils ne sont pas toujours adaptés. Et puis l'organisation plus générale de l'activité.
Il y a aussi un aspect très important, qui est celui qu'on maîtrise peut-être le plus, nous, chez Efficience de santé au travail, c'est tout l'aspect santé au travail. C'est-à-dire comment, dans une entreprise, on va me garantir qu'il y a une véritable prévention des risques professionnels, que je n'ai pas été exposé au bruit, en tout cas pas sans protection, des produits chimiques irritants, cancérigènes, etc. Est-ce que les postes de travail peuvent et sont aménagés quand c'est nécessaire, quand il y a une difficulté dans le travail, une difficulté de santé? Est-ce que, on a parlé de la santé, mais souvent on associe santé et sécurité. Qu'est-ce que ma sécurité au travail est garantie, hein, notamment en termes d'accident du travail? Et puis, au-delà de ça, est-ce qu'on ne se contente pas juste de me protéger, mais on va au-delà de ça? Est-ce qu'on promeut carrément la santé globale dans le cadre de professionnel? Ensuite, il y a vraiment un aspect qui est important aussi, qui est celui de l'employabilité, des développements des parcours professionnels avec, bien sûr, ça commence au départ avec l'intégration des nouveaux collaborateurs, la qualité de l'intégration. Et puis, quand ces collaborateurs sont dans l'entreprise, comment je développe leurs compétences, comment je les forme aux évolutions du monde du travail et puis aux évolutions de mon entreprise à moi en interne. Il y a aussi un volant qui est vraiment important, qui est l'égalité professionnelle, hein. Vous savez qu'on est très attentif maintenant non seulement à l'égalité homme-femme, mais aussi à l'inclusion des personnes qui sont en situation de handicap, au respect des diversités des profils. Et on l'a mis là, mais l'égalité vie pro, vie perso, il peut être aussi, bien sûr, une partie du contenu du travail ou même des relations ou de la santé au travail. Et la lutte contre les discriminations. Et enfin, le management, et là, c'est là que Vincent va nous exposer, lui, comment sa vision, en tout cas, de la QVCT et du management, parce que c'est vraiment un levier très important. Est-ce que la vision et les stratégies de l'entreprise sont claires et partagées par tous les collaborateurs? Là aussi, on reprend la notion de clarté des rôles et des responsabilités. Est-ce que les collaborateurs peuvent participer, au moins dans une mesure, aux décisions? Est-ce qu'ils ont un feedback? Est-ce qu'ils ont de la reconnaissance? Ça peut paraître basique, mais c'est vrai que si on veut avoir de la QVCT perçue, si on n'a jamais de reconnaissance ou jamais de feedback constructif, eh ben c'est compliqué. Et puis, est-ce qu'il y a un accompagnement au changement? Toutes les entreprises sont en proie, si je puis dire, ou en tout cas doivent changer, doivent s'adapter à l'environnement. Et donc, comment je suis, moi, en tant que collaborateur, accompagné dans ces évolutions, comment on me les explique, comment on me forme en termes de nouvelles compétences, et puis comment je peux créer au-delà de tout ça un engagement collectif, un engagement du collectif de travail autour de toutes ces valeurs. Donc, vous voyez que c'est assez polymorphe. Il y a ces 6 dimensions qui sont importantes. Il n'y en a pas une qui est prépondérante par rapport à une autre. Il faut les adresser chacune de manière entière. Alors après, on peut se dire, mais finalement, pourquoi je dois m'engager dans la QVCT? Est-ce que c'est juste un effet de mode? Est-ce que ça peut être intéressant pour les collaborateurs et pour l'organisation? Là, on l'a séparé schématiquement, hein, tout ça, bien sûr, on est sur un webinaire assez court, donc on est obligé d'être très synthétique, mais vous voyez que c'est important d'avoir cette vision des 3 enjeux principaux de la QVCT dans une entreprise. Le premier, on l'a un petit peu effleuré quand même, ce sont les enjeux humains et sociaux, hein, la santé et le bien-être des salariés. Et on sait que quand on a une entreprise où les collaborateurs sont en bonne santé, eh ben, la santé financière, les capacités de production de l'entreprise, bien sûr, sont assurées. L'autre élément, c'est le climat social de confiance, la cohésion d'un collectif de travail, on en a parlé, au sein des équipes, le sentiment d'équité, la reconnaissance, ça c'est important. On voit souvent, nous, dans nos visites de médecine du travail, des sentiments de traitement inéquitable entre les collaborateurs. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai, mais en tout cas, c'est perçu par certains collaborateurs. Et on voit bien que c'est un objet très fort de démotivation en entreprise. Donc, la QVCT vient aussi s'inscrire, en tout cas, une politique du QVCT bien menée vient s'inscrire, en tout cas, pour lutter contre ces perceptions en entreprise. Et puis, la conséquence de ça, c'est des conséquences économiques positives, hein, avec une productivité qui est accrue, et même on aurait pu rajouter la qualité des produits qui sont fournis et aussi en général améliorés. Il ne s'agit pas que de la productivité pure et dure. Les taux de turnover RH sont aussi limités, le coût de l'absentéisme, il y a moins d'accidents du travail et vous savez aussi qu'il y a un impact financier direct sur les entreprises quand on a des taux très importants. Et puis, il y a une obligation, bien sûr, de respect des entreprises, des normes et des lois en France, comme dans tous les pays. Et enfin, le dernier impact, c'est pas des moindres quand même, c'est un impact médiatique. Et on voit bien maintenant, avec l'essor des réseaux sociaux, Internet, de l'avis qu'on peut laisser tous sur toutes les entreprises avec lesquelles on est confronté en tant que client, il y a une image très forte quand même de l'entreprise positive. Si la politique QVCT, elle est forte et elle est claire et elle est juste, c'est un levier aussi en interne d'attractivité des clients et aussi des salariés. Il y a dans plusieurs secteurs une bataille pour s'attirer et garder les meilleurs talents.
Donc ça, c'est important aussi que l'entreprise puisse avoir une politique QVCT forte pour garder ses talents. Et on l'a dit aussi, c'est à la fois sur les impacts socio-humains, mais aussi les impacts médiatiques, l'implication des salariés, leur créativité, leur motivation, tout ça, ça transparaît quand même en dehors de l'entreprise, bien sûr. Et donc, ça vient rejaillir positivement sur l'entreprise, en tout cas sur les réseaux sociaux et sur les médias. Donc voilà un petit peu les éléments peut-être clés et cœurs de questions qui sont à garder en tête sur la QVCT. On va peut-être passer, alors on ne l'a pas forcément dit explicitement, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et on se fera bien sûr un plaisir d'y répondre en fin de conférence, de webinaire. En attendant, je vais passer du coup la parole à Vincent pour que tu puisses nous parler, Vincent, de ce projet, ce beau projet 41-21. Je ne suis pas sûr que tout le monde autour de la table connaisse bien, et donc je vais te laisser l'expliquer à tous les participants. Merci beaucoup, Hervé. Vous m'entendez bien? On t'entend bien, oui. Ah, super. Je suis très heureux de pouvoir le présenter à la suite de la présentation qu'a fait Hervé des enjeux et puis des grands concepts qui sont aujourd'hui les plus répandus. Pour vous présenter le projet 41-21, j'aimerais commencer par d'où il vient. Pour savoir d'où il vient, moi j'ai commencé comme ouvrier, après j'ai été chef d'équipe et j'ai été directeur d'usine. Et je me suis passionné pour l'écoute des travailleurs dans la recherche de performance que les managers nous avions à suivre. J'étais très étonné de voir que, alors que je peux vous dire, c'était pas du tout enseigné, j'étais très étonné de voir qu'en écoutant celles et ceux qui bossaient avec moi, manager que je pouvais être, j'obtenais plus de résultats, de productivité pure, entre guillemets, qu'en étant seulement écouté par elle ou par eux. Ça m'a vraiment interpellé. Mais pas n'importe comment, pas dans n'importe quelle condition. Il y avait tout un tas, et pas partout et tout le temps. Voilà. Donc il y a tout ce savoir-là que je suis allé découvrir, et je suis allé voir Aix-Marseille Université pour leur dire, mais pourquoi personne n'enseigne ça en fait? On cherche tous de la productivité, du rendement, de la performance, de l'EBITDA, quel que soit le nom qu'on a, et avec l'écoute des travailleurs, qui n'est pas la norme, on en trouve plus qu'autrement. Pourquoi personne ne l'enseigne? Ils m'ont dit, fais-le, ça fait plus de 30 ans maintenant que j'enseigne le management donc à Aix-Marseille Université, où j'ai été nommé professeur associé. Et ensuite, j'ai travaillé à la direction des risques professionnels de la CARSAT. J'y suis resté 10 ans à Marseille, pour la région PACA et Corse. J'ai donc découvert le monde de la santé au travail. Et j'ai découvert que ce monde de la santé au travail avait tendance à mettre tout le monde d'accord en salle, mais à diviser tout le monde sur le terrain. Par exemple, vous faites une conférence sur le droit à la déconnexion. En salle, tout le monde est d'accord. Et ensuite, vous quittez la salle et personne n'y arrive, quoi. En tout cas, beaucoup de monde ont beaucoup de mal à le faire. Et que ce soit des conférences ou des ateliers sur les troubles musculo-squelettiques, sur les risques psychosociaux, c'était la même en fait. On est tous d'accord pour le faire en théorie et en pratique, le problème est là. Donc je me suis intéressé à ça. Qu'est-ce qui divise l'intention et l'action à ce point? Et en regardant de plus près, en cherchant auprès des gens, pourquoi est-ce que vous avez du mal à embarquer ce sujet, beaucoup de gens m'ont dit, j'y crois pas. Que ces gens soient des ouvriers, des chefs d'équipe, des cadres dirigeants, ils me disaient, j'y crois pas. Quand on me dit que ma santé, c'est leur priorité, j'y crois pas. Et je dis, pourquoi tu n'y crois pas? Ils me donnaient deux explications les plus fréquentes. Premièrement, parce qu'ils parlent de ma santé, mais en fait, ils ne parlent pas de ma santé mentale. Premièrement, on parle que quand je me fais mal la main dans une machine, quand je tombe par terre, quand j'ai mal au dos, mais quand j'ai mal ailleurs, que c'est ma santé mentale qui est affectée, ce n'est pas un sujet. Et le deuxième élément qui remontait, donc en gros, j'ai une partie de ma santé qui est aux abonnés absents d'entreprise. Et deuxièmement, ils me disaient, j'y crois pas non plus parce que j'ai plein de choses qui me font mal dans mon travail, mais personne ne fait rien. Autant le travail crée de la santé pour la majorité des travailleurs, on le voit sur la santé des gens qui ne sont pas en emploi. Donc le travail par nature produit de la santé, parce qu'il socialise, parce qu'il permet de se réaliser, parce qu'il permet d'avoir des revenus aussi, enfin plein de raisons qui font ça, on ne va pas faire un débat là-dessus. Et ça se mesure, vous voyez, la population des gens privés d'emploi est en moins bonne santé que ceux qui sont en emploi. Mais parmi cette population-là, il y a trop de gens qui me disaient, j'ai des choses qui me font mal dans mon boulot et personne ne fait rien. Des gens qui me disaient, par exemple, j'ai pas les bons outils pour bosser, comme j'ai pas les bons outils, y compris numériques. D'autres qui me disaient, j'ai pas la bonne organisation du travail pour bien bosser. Par exemple, j'ai trop de charges de travail. D'autres me disaient, j'ai pas les bonnes relations au travail pour bien bosser. La façon dont on me parle, les clients, les collègues, la hiérarchie, j'en sais rien. Bon. Et donc, ils me disaient, donc j'ai des choses dans mon boulot qui me font mal, physiquement et mentalement, et personne ne fait rien. Donc, qu'on ne me dise pas que ma santé, c'est une priorité. Et c'est là que j'ai découvert que la santé au travail, en fait, parle beaucoup, mais écoute peu. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup de choses aux gens,
pour ne pas qu'ils se fassent mal, et on a raison. On leur donne des protocoles, on leur donne des formations, on leur donne des consignes, on leur donne des équipements, et on a raison de le faire. Mais très souvent, la santé au travail parle beaucoup, mais très souvent, elle écoute peu ce qui fait mal au cœur du travail réel des gens. Et c'est là que j'ai proposé à des boîtes qu'on suivait, qui avaient soit beaucoup d'absentéisme, soit beaucoup d'accidents du travail, soit etc. C'est là que j'ai dit, mais avant d'y aller, de nous dire aux gens quoi faire pour qu'ils ne se fassent pas mal, allons écouter ce qui les empêche de bien faire et de bien vivre leur travail. Mais pas nous, les prescripteurs, les consultants, les formateurs, etc. Vous, l'entreprise. Et je leur ai proposé cette approche-là. J'ai dit, vous, le dirigeant, si vous voulez que la santé au travail soit basée sur l'écoute de celles et ceux qui sont dans leur travail réel, pour non seulement les écouter, mais chercher des réponses avec elles, il faut que vous le fassiez, vous, dirigeant, avec votre équipe qui est votre codir. Parce que l'exemplarité en santé au travail, on le sait, permet de donner sens au message qu'on porte. Je fais un exemple simple, hein. Un dirigeant qui va dans un atelier à qui il demande de porter des chaussures de sécurité et qui ne les porte pas lui-même, on sait tous que ça pète le sens de ça. Mais il se trouve que l'exemplarité ne se limite pas au port des équipements de protection individuelle, c'est aussi l'exemplarité de l'attitude. Et si moi, dirigeant, je cherche à ce que dans chacune de mes équipes, tous mes managers écoutent ce qui empêche leurs salariés de bien faire et bien vivre leur boulot, je dois le faire moi-même pour mon équipe. Et ça nous unira tous dans cet élan. Et ils sont partis, donc on les a formés, ces dirigeants, ces managers, à écouter leur. Et évidemment, on a constitué un copil avec les partenaires sociaux et les services de prévention santé au travail pour s'assurer que ça marchait plutôt bien. Après la phase d'écoute, deuxième phase, les problèmes remontent. Les gens ne disent pas tout, mais ce n'est pas ça l'objectif dans un premier temps. C'est de créer la confiance que cette écoute ne va pas rien produire. Parce que très souvent, on dit on n'arrête pas d'écouter les salariés, on fait des entretiens annuels, on fait des entretiens de carrière, on fait des baromètres sociaux, on fait des sondages, etc. Et quelque part, on n'arrête pas de les écouter. Mais il y a deux choses qui bloquent le plus souvent, c'est il se passe quoi après tout ça en fait? Les salariés qui s'expriment sur le fait qu'ils ont trop de charges de travail, des salariés qui s'expriment du fait qu'ils ont des déséquilibres vie perso, des salariés qui sont hyper connectés, qui l'ont exprimé une fois. Et vous voyez ce que je veux dire? Quand rien ne change, souvent on peut le dire comme ça, l'absence de réponse crée du silence. Voilà pourquoi les gens à la fin ont du mal à participer à tout ça, parce que pourquoi en fait? Si ça ne change rien, je ne vais pas mettre deux fois dans une machine qui ne joue pas de musique, quoi. Après l'écoute, il fallait un deuxième temps, c'est ce que les gens ont dit, même s'ils n'ont pas tout dit, ils ont commencé à dire quelque chose pour voir si ça allait changer. C'est toutes ces choses, toutes ces situations qui empêchent les gens très précisément de bien faire et bien vivre leur boulot, lesquelles pire dans chaque équipe. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout traiter tout de suite. Et ça, c'est l'évaluation des risques de leur santé physique et mentale, qui devient donc un outil pour le manager pour savoir quoi traiter en premier. Des 10 problèmes que vous m'avez remontés, vous ne m'avez pas tout dit, mais vous ne m'avez pas rien dit. Vous me testez beaucoup là-dessus au début. Eh bien, des 10 problèmes, voilà le pire et voilà le moins pire. Commençons par le pire. Et après le temps de l'écoute et le temps de l'évaluation, ce qui entre nous rend l'évaluation des risques utile au manager. On parle de document unique, il faudrait que ce soit un document utile, ce qui est tout sauf le cas aujourd'hui dans la majeure partie des cas. Et pourquoi ça leur est utile? Pour maîtriser la démarche et derrière dire, ok, ben voilà le pire problème, celui que vous avez remonté, quelles sont les solutions qu'on peut trouver ensemble? Et c'est agir ensemble, parce que les gens ne sont pas bons qu'à remonter des problèmes, évidemment, ils sont bons à remonter aussi plein de solutions. Vous connaissez l'adage, c'est celui, celle qui fait, qui sait. Et on a improvisé et on a expérimenté ces 3 temps, écouter, évaluer, agir. Il y a eu de tels effets sur la réduction de l'absentéisme, la réduction de l'accidentologie, la réduction des risques psychosociaux, de tels effets que l'INRS a fait un article et plein de boîtes sont venues nous demander ça en France. Moi, j'ai été nommé correspondant national pour les entreprises, pour les grandes enseignes, au niveau des CARSAT, correspondant national, dans leur politique santé au travail pour les emmener dans ce type de démarche. Et ça m'a tellement passionné qu'il y a 16 ans, j'ai créé le cabinet master. C'est un jeu de mots un peu foireux, mais c'est comme ça. Ça veut dire management de la santé au travail par l'écoute et la réponse. Et quand on a vu des entreprises qui commençaient à nous dire, eh ben tiens, on va pas mettre l'écoute au cœur du travail, on va pas mettre la santé physique et mentale à égalité de traitement, mais nous, et c'est ce qui a été dit dans le micro-trottoir et ce qui a été rappelé par Efficience très très justement, nous, on va mettre en place du yoga, de la méditation, etc. Puis on va appeler ça de la QVT. C'est là qu'on a sonné l'alerte en disant, merde, mais on ne peut pas perdre la proie pour l'ombre, quoi. On peut faire ça, bien sûr, moi j'ai rien contre le yoga, mais pas à la place d'écouter, d'évaluer et d'agir au cœur des situations réelles de travail, ce qui empêche les gens de bien faire et bien vivre leur boulot. Et donc après avoir dénoncé ça, voilà, j'ai écrit un bouquin, ce bouquin s'appelle La QVT en finir avec les conneries, et de ce bouquin, j'ai proposé 2 choses. 1, d'inscrire l'écoute
comme premier principe général de prévention, ce qui aujourd'hui est un débat qui a été porté par une proposition de loi transpartisane. Et deuxièmement, j'ai proposé à toutes les personnes en France qui le souhaitaient de faire un tour de France de la QVT. Et donc, ma proposition était de dire, OK, tout le monde ne lira pas un bouquin de 400 pages là, qui s'appelle la QVT, donc en finir avec les conneries. Si vous voulez qu'on parle de ce sujet-là, pour un des points qui a été présenté par Hervé juste avant, notamment l'attractivité, parce qu'on avait une immense panne d'attractivité après la crise Covid. Eh bien, ce n'est pas une fatalité, en fait. L'attractivité vient beaucoup de ce que les gens disent de ce qu'ils vivent dans leur job, et pour qu'ils vivent mieux leur job, écouter, évaluer, agir, on sait faire. Donc j'ai lancé sur LinkedIn une proposition, toutes les personnes qui veulent qu'on parle de ce sujet, la santé au travail, la qualité de vie des conditions de travail, c'est quoi et comment on l'obtient, eh bien faites-moi venir et je fais ça bénévolement, je lance le Tour de France de la QVT, bilan 24 étapes, bilan plus de 2000 personnes rencontrées, ça va totalement dépasser. Et à la fin de ces conférences, beaucoup de gens, des représentants du personnel, des salariés, des préventeurs, mais aussi des dirigeants, m'ont dit, à la fin de la conférence, vous avez raison. Ils me disent, vous dites qu'il faut mettre l'écoute au cœur du travail, vous avez raison. Vous dites qu'il faut mettre la santé physique et mentale à égalité de traitement, vous avez raison. Seulement, comment je fais concrètement? Moi, petite entreprise, moi, petite association, moi, TPE de taille moyenne, moi, PME, pardon, moi, grande entreprise, moi, filiale. Tous les gens me disaient presque tous les soirs, comment on fait concrètement? Parce que si je mets la santé mentale à l'agenda, si je mets l'écoute des travailleurs à l'agenda, j'ai peur que ce soit la boîte de Pandore et que ça m'échappe et que ce soit pire qu'avant. Et moi, je leur disais tous les soirs, mais non, c'est maîtrisé, il y a écouter, évaluer, agir, mais oui, en queue de peloton. Et c'est là que je me suis rendu compte que beaucoup de gens voulaient y aller, voulaient mettre enfin la santé physique, mentale à égalité de traitement, l'écoute au cœur du travail, mais ne savaient pas comment faire. Quelle était la façon de le faire? Et là, j'ai porté cette dernière idée. J'ai réuni le directeur du Bureau international du travail, l'ancien directeur de l'ANACT, l'ancien directeur des risques professionnels, l'ancien président de l'INRS, Malakoff Humanis, Michel Ledoux, un grand avocat en santé au travail, 4 services de prévention santé au travail, dont Efficience, avec qui on avait fait une étape de ce Tour de France. Et on s'est réunis, on a dit, est-ce qu'on peut proposer, non pas seulement un objectif à atteindre, mettre l'écoute au cœur du travail, la santé physique et mentale à égalité de traitement, mais donner une façon de l'atteindre, donc un mode opératoire pour y arriver, un référentiel pour l'atteindre. Et c'est comme ça qu'est né le projet 41-21. Et dans la foulée de ce Tour de France bénévole, on a tous tenu à ce que ce soit une initiative bénévole par une fondation d'intérêt à but non lucratif d'intérêt général. Et voilà ce qu'est le projet 41-21. Donc si je le pitch, vous voyez, je le pitch super mal, c'est quoi? C'est proposer à toute entreprise, un projet de recherche qui propose à toute entreprise, toute France, toute taille, tout secteur d'activité, de mettre l'écoute au cœur du travail, la santé physique et mentale à égalité de traitement, avec un référentiel donné, un comment on fait donner, pour en mesurer scientifiquement les bénéfices, comme c'est affiché sur l'écran, c'est-à-dire pas faire pour faire, quoi, mais mesurer scientifiquement avec un organisme de recherche scientifique. Sur 3 objets de recherche, qu'est-ce que ça va apporter à la santé physique et mentale des travailleurs? Qu'est-ce que ça va apporter à la santé physique et mentale des dirigeants, tellement liés à la première et dont on parle trop peu? Et qu'est-ce que ça va apporter, pour reprendre aussi les éléments présentés par Hervé, à l'attractivité et la performance, y compris économique des boîtes, de mettre ainsi l'écoute au cœur du travail, la santé physique et mentale à égalité de traitement. C'est le projet 41-21, il était inauguré, puisque CAM a été un des partis qui nous a aidés à créer le protocole de recherche. Et on a aujourd'hui ce référentiel-là qui est proposé à toute boîte, qui est en libre accès. Et toute entreprise qui veut y aller, eh bien, elle va s'engager dans chacun de ces établissements a déjà constitué le comité de pilotage pluridisciplinaire. Donc, on met une partie où tout son CSE, chaque boîte selon son champ et puis sa taille décide. Et également, s'il n'y a pas de CSE, pour les très petites boîtes, c'est le salarié désigné compétent qui est mis dans ce comité de pilotage. Puis derrière, évidemment, systématiquement, on invite les services de prévention et santé au travail. Donc, on crée un COPIL pluridisciplinaire et ce référentiel a 10 blocs de compétences. Eh bien, avec des prescriptions très précises. Et donc, la première chose que font ces entreprises qui veulent s'engager dans le projet 41-21, c'est faire un autodiag. En gros, ils me demandent ça, qu'est-ce que j'ai déjà chez moi? Ce qui est fait n'est plus à faire, ça permet de le reconnaître. Ce qui n'est pas fait reste à faire. Et ce reste à faire par établissement devient la feuille de route santé, qualité de vie au travail pour que 100% du référentiel à terme soit mis en œuvre.
Et face à ce reste à faire, cette feuille de route santé, qualité de vie, des conditions de travail, eh bien, c'est l'entreprise qui décide si elle prend 1 an ou 2 ans ou maximum 3 ans, vous voyez, pour couvrir tout ce qui lui manque par rapport au référentiel. Ce référentiel, ce n'est pas un référentiel vague, ce n'est pas des grandes injonctions, allez, prévenez le harcèlement moral, réduisez les atteintes à la santé physique et mentale, vous voyez, c'est des spécifications très précises et des bonnes pratiques. Donc, on peut vous en montrer juste un exemple sur la slide suivante. Vous voyez, je vous donne un exemple, 10 blocs, je vous présente un des blocs. Chaque bloc a un numéro, le bloc 2 sur 10, a un titre. Vous voyez, là, c'est prévenir les situations de harcèlement, discrimination, sexisme. Et à l'intérieur de ce bloc, vous avez des spécifications encore plus précises qu'il faut atteindre et des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et on a même, pour certains blocs, dont le bloc écouter, évaluer, agir, on a même des supports, le guide d'écoute, c'est-à-dire on écoute sur quel champ et quel type de questions on peut poser pour couvrir tout ce qui peut empêcher les gens de bien faire et bien vivre leur boulot. Donc vous voyez, on est dans l'épaisseur du trait, c'est ça que je veux dire. On n'est pas dans le grand vague, mais on est dans l'épaisseur du trait de ce qui est demandé de mettre en œuvre dans toutes les boîtes, toute taille, tout secteur d'activité. Si on arrive après sur les grandes étapes de l'engagement sur les grands blocs du projet 41-21, il y en a 10. Je ne sais pas s'ils vont apparaître là, mais je peux vous les citer de tête. Voilà, on peut rester sur celle-là. Le premier bloc sur 10, c'est prévenir les risques majeurs. Donc tout ça, c'est en téléchargement libre sur le site projet4121.org. Donc prévenir les risques majeurs, c'est quoi? Il y a plein d'entreprises qui sont dans le projet. Certaines n'avaient pas fait de prévention, c'est comme ça. On ne va pas dire à un dirigeant d'écouter ses travailleurs s'il a un cancérogène qui crache à plein nez dans l'atelier. Donc d'abord, est-ce qu'il n'y a pas des risques majeurs qui ne sont absolument pas maîtrisés? Premier bloc. Deuxième bloc, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Prévenir les atteintes. Donc prévenir tout ce qui est harcèlement moral, harcèlement sexuel, discrimination, agissement sexiste. Troisième bloc, c'est le bloc le plus lourd en termes d'engagement. Écouter, évaluer, agir, comme on l'a dit tout à l'heure, lancer cette démarche à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Quatrième bloc, mettre en place des secouristes au travail, le plus possible. Cinquième bloc, analyser toutes les atteintes à la santé physique et mentale. Sixième bloc, prévenir la désinsertion professionnelle. Et tous les blocs dont je viens de vous parler, à chaque fois, avec des précisions, des spécifications très précises. Vous pourrez les découvrir en téléchargeant le référentiel. Et ensuite, on a 4 autres blocs. Écouter, évaluer, agir avec les nouveaux entrants, les accueillir, les écouter, leur donner le fruit de tout ce que l'écoute a déjà produit dans les unités de travail. Écouter, évaluer, agir avec les intérimaires et les entreprises intervenantes. Écouter, évaluer, agir avec les projets de l'entreprise. Et enfin, mettre en place un dispositif d'alerte si des cas de harcèlement, discrimination n'ont pas été prévenus, mais pas que, de surcharge de travail, de déséquilibre vie pro-vie perso également. Et ça, vous avez les 10 blocs du projet 41-21. Pour ensuite arriver à quelles sont les étapes pour une entreprise qui veut s'y engager? La première étape, après cette prise d'info, comme on fait là en ce moment, c'est-à-dire un chef d'entreprise qui dit « je veux y aller », il nous signe, deuxième étape, une lettre d'engagement et un dossier d'adhésion. Et j'insiste, c'est gratuit. Une fois qu'il nous envoie ça, eh bien, nous, on le publie sur le réseau, donc sur notre réseau LinkedIn, sur notre site. Et la troisième étape, vous l'avez compris, c'est l'autodiagnostic et la feuille de route. À cette étape-là, on vient capter, avant le projet 41-21, des données santé au travail qui feront partie du projet de recherche parce qu'on capte le avant pour évaluer le pendant et l'après. Et c'est ça qui nous permettra de voir ce que ça a apporté. Une fois qu'on a notre feuille de route, la quatrième étape, je prépare les salariés et je donne les compétences à mes managers pour écouter, évaluer, agir. Et enfin, la dernière étape, c'est j'ai une feuille de route, des gens qui sont formés, qui sont prêts pour le faire, se écouter, évaluer, agir, tous les blocs, etc. Eh bien, faisons-le tous les ans. Si j'ai pris 2 ans, ce sera 2 ans, 3 ans, ce sera 3 ans. Mais tous les ans, je fais le bilan. Donc, je fais le bilan de ce qui est fait, de ce qu'il faut réajuster. Et pour rester, et ça c'est super important qu'on se le dise, dans le projet 41-21, il faut obtenir la validation du CSE à majorité de l'autodiag, du point de départ, pour être sûr qu'on part du bon endroit, et la majorité du CSE qui valide les points d'arrivée, intermédiaires et finaux, pour être sûr qu'on colle bien à cette réalité du terrain. Ce qui nous amène à la slide suivante avec les valeurs du projet 41-21. Il y en a 4, la gratuité et la transparence, le respect du référentiel et le dialogue social. La gratuité, c'est bénévole à but non lucratif, ça ne coûte rien aux boîtes pour le projet 41-21. Par contre, on fait des appels aux dons, parce que comme on est fonds de dotation, on a des avantages fiscaux pour qu'on puisse vivre aussi des besoins de la fondation pour créer son site, créer ses événements, etc. Mais oui, c'est tout à fait libre de contribution. Donc la gratuité.
Deuxième valeur du projet 41-21, sa transparence. La lettre d'engagement, les feuilles de route, les bilans seront rendus publics sur notre site. Par contre, évidemment, les données santé au travail collectées pour le projet de recherche sont privées et transmises aux laboratoires qui vont les analyser globalement et les consolider. Le respect du référentiel, c'est la troisième valeur, c'est on ne prend pas ce qui nous intéresse et on ne laisse pas ce qui ne nous intéresse pas, quoi. On prend tout le projet. C'est un projet de recherche, on ne peut pas dire, ben moi, je n'ai pas envie d'écouter, je ne fais pas le bloc 3, par exemple. Il faut tout faire. Et le bloc dialogue social, ben vous l'avez compris, le CSE, les partenaires sociaux, ou s'il n'y en a pas, le salarié désigné compétent, sont les partenaires incontournables du dispositif, du pilotage à l'amélioration en continu, à la validation de l'autodiag et des bilans annuels. Donc pour le dire comme ça, c'est un projet de dialogue professionnel qui se fait sous l'autorité du dialogue social. Ce qui nous amène ensuite à un dernier point du dispositif, c'est une fois qu'on a fait notre référentiel, qu'on a lancé le site, etc., et qu'on est revenu, vous voyez, vers toutes ces boîtes en disant vous ne saviez pas comment faire pour que ce soit maîtrisé, que ce ne soit pas la boîte de Pandore, voilà, vous avez le projet 41-21, voilà la trame, voilà les processus d'engagement, etc. On s'est dit, ouais, mais ces boîtes qui vont télécharger le référentiel, en fait, elles ne vont pas se transformer, parce qu'il s'agit de ça, hein. Ce n'est pas le petit projet où on va mettre un stagiaire en disant débrouille-toi pour qu'on ait le label, puis ensuite tout marchera comme avant. C'est un projet d'acculturation, vous voyez, dans l'entreprise. Ben, elles ne vont pas réussir cette transformation-là en téléchargeant un PDF, quoi. Il va falloir qu'on les accompagne à réussir ce projet-là. Et donc, on a fait un appel pareil sur LinkedIn, sur tout ce que j'ai pu mobiliser comme réseau pour dire, y aurait-il des préventeurs qui seraient prêts bénévolement à donner de leur temps pour chercher des boîtes, les aider à comprendre le projet, à le structurer, mettre en place le copil, faire l'autodiag, faire la feuille de route, le suivre dans le temps. Et puis aussi réunir ces boîtes collectivement pour les désisoler, les désenclaver. C'est-à-dire qu'elles rejoignent une communauté d'entreprises engagées comme elles dans le projet, même si ce n'est pas la même taille, le secteur d'activité, et puis si c'est pareil, c'est encore mieux. Et puis enfin, améliorant en continu le projet. Et ça, c'est les référents du projet 41-21. Et si je vous donne quelques chiffres, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec ces référents qui le font à titre bénévole, hein, eh bien, où on en est? On a aujourd'hui plus de 70 établissements qui sont engagés, ça représente plus de 2300 personnes, salariés. On a 80 référents qui sont en train de les chercher, ces entreprises, et ou de les accompagner. Et derrière, ce projet 41-21, tous les ans, on a créé un comité de liaison pour pouvoir informer les grandes institutions de prévention, la Direction générale du travail, l'ANAC, l'INRS, la MSA, la Direction générale de la fonction publique, l'ANSES, etc., pour pouvoir les informer et recueillir leur avis sur ce qu'on fait, quoi. Les informer d'où on en est et recueillir leur avis là-dessus. Donc voilà le projet 41-21, vite décrit en substance et en portée. Et ce qu'on voulait absolument vous communiquer, c'est la slide après, c'est que tous les ans, on fait notre université d'été. Et là, vous avez le flashcode. Bon, si vous allez sur le site projet4121.org, vous aurez tout de suite la capacité de vous y inscrire. Il y a une pop-up qui vient. On fait notre université d'été pour pouvoir partager là où on en est et ouvrir les connaissances sur notre sujet plus que notre seul projet, de mettre l'écoute au cœur du travail. Et donc, ça se passe le 27 août à Marseille. Il y a une capacité de, en partie, avoir accès aux éléments en distanciel. C'est sur inscription libre. Vous faites ce que vous voulez, ça ne coûte rien. Sauf si vous voulez passer une soirée avec nous au bord de la mer avec la plage en face de vous. Ça nous coûtera le prix du repas. Et par exemple, le thème de notre université de cette année, c'est l'écoute au cœur du travail. Qui peut encore y croire? Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, il y a encore un rapport de l'IGAS qui est sorti qui nous dit que nous avons encore en France un management trop descendant, trop vertical, trop peu reconnaissant. Et donc, aujourd'hui, ça fait tellement d'années qu'on dit qu'il faut mettre l'écoute au cœur du travail qu'on a peut-être un risque en gros, de démotiver tout le monde à se dire mais depuis le temps qu'on le sait, c'est quand que ça change en fait. Et bien, la réponse, bien sûr, qui peut encore y croire? Ben nous. Et donc, dans cette université d'été, par exemple, il y aura un des IGAS qui a été en charge de ce... il y aura un de ces IGAS en charge de ce rapport qui témoignera des conclusions de son rapport. Il y aura le... il y aura Michel Ledoux qui interviendra pour présenter l'intérêt de mettre l'écoute comme premier principe général de prévention. Et il y aura le CJD, puisque le Centre des jeunes dirigeants est officiellement partenaire du projet 41-21. Et ça, vous voyez, on y tient à mort, parce qu'on veut démontrer que ce n'est pas un projet contre l'ambition de
plus de performance. Souvent, la santé au travail, elle est présentée comme un obstacle à la performance des entreprises. En gros, vous voulez performer, mais vous ne pouvez pas parce qu'il y a les risques psy, parce qu'il y a nous, etc. Et l'objectif et l'enjeu du projet, c'est de montrer que ce n'est pas comme un obstacle à la performance de l'entreprise qu'on veut porter la santé au travail, la qualité de vie, les conditions de travail, mais comme un moyen d'aller plus loin vers une meilleure performance mesurée plus globalement et plus durablement. Et le CJD, donc un mouvement patronal, est partie prenante de cette vision-là et on est trop content qu'il nous ait rejoints dans cette initiative-là. Il y aura évidemment dans cette journée-là des tas d'entreprises qui sont dans le projet 41-21. Il y aura des DRH, des référents projet 41-21, des partenaires sociaux, des médecins du travail aussi, qui témoigneront de leur expérience avec des ateliers aussi pour aller chercher dans les angles, à bien comprendre, pour pouvoir éventuellement, c'est ce qu'on souhaite tant, quoi, bien s'engager dans le projet 41-21. Voilà ce que je pouvais vous dire en mode un peu accéléré sur le sujet. La dernière chose pour conclure cette intervention-là, c'est le mot d'ordre aujourd'hui, je pense, il reste encore à faire, de convaincre les entreprises que la santé ne peut pas s'envisager sans la santé mentale, que le management ne peut plus s'envisager sans l'écoute des travailleurs. Ce mot d'ordre, il reste encore à partager, mais il y a déjà pas mal de boîtes qui en sont convaincues. Donc, il reste à convaincre les boîtes de l'intérêt de le faire, mais il y a pas. Par contre, ces boîtes convaincues-là, qui peuvent être les porteurs de ce changement-là, et qui peuvent inciter les autres à rejoindre leur mouvement, il leur manque une condition et un moyen pour le faire, quoi. Et bien, le mot d'ordre, c'était comme ça quoi, que moi je l'ai formulé, c'est arrêtons de le dire et faisons-le en fait. Faisons-le. Démontrons que ça marche. Et ce n'est pas de l'élucubration, c'est porté par des vingtaines, des trentaines d'années d'expertise en santé au travail. Ce référentiel dont on vous parle, ce n'est pas le référentiel d'un seul, il est porté par toutes les personnalités que je vous ai citées tout à l'heure. Donc en gros, et il ne se fera pas pour les salariés, mais avec les salariés, et voire même plus, puisqu'on parle des entreprises intervenantes, les travailleurs qui font le corps de l'entreprise. Et il satisfera à tous les enjeux qui ont été cités par Hervé juste avant. Et on est tellement content de ce partenariat avec Efficience de longue date, qui sont des partenaires historiques du projet 41-21, qui sont membres du projet 41-21, que Efficience a décidé pour lui-même de s'appliquer le projet 41-21, ce que je trouve géant. C'est-à-dire qu'on soit nous-mêmes porteurs d'une vision qu'on propose à ceux qu'on suit et qu'on accompagne, quoi. Donc ça, c'est top. Je finis par cette anecdote. Cette boîte de Pandore, je vous promets, c'est l'expression qui revient le plus souvent. Quand on dit qu'il faut écouter les travailleurs, mettre la santé mentale à l'agenda. C'est la boîte de Pandore, ça va partir dans tous les sens. On va prendre ce qui vient de leur vie perso. Ils vont vouloir contrôler la boîte, c'est plus moi qui dirige. Enfin, vraiment, ça part dans tous les sens. Et en donnant ce projet-là, maîtriser, évaluer scientifiquement, on veut montrer que ce n'est pas une fatalité que de ne pas y aller. Et tout ce qu'on a à gagner à le faire. Et en quittant une conférence, j'ai quelqu'un qui m'a rattrapé par le bras un jour et qui m'a dit ah, c'était pas mal votre histoire de boîte de Pandore, mais connaissez-vous la fin? Ah, moi, je ne suis pas un érudit. Je lui dis non, je ne connais pas la fin. Elle me dit ben, mythologiquement, Pandore, quand elle ouvre sa boîte, tous les démons sortent. C'est pour ça qu'on parle de la boîte de Pandore. Mais elle me dit les gens ne lisent pas l'histoire jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, il est écrit qu'au fond de la boîte, ce qui reste, une fois que les démons sont partis, c'est l'espoir. Quand elle m'a dit ça, j'ai vérifié. Quand j'ai vérifié, j'ai dit je finirai toutes mes interventions par cette anecdote-là. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour cette attention. J'espère que ça n'a pas été trop dense. Et maintenant, je laisse la parole à Hervé, à Natacha et bien sûr à vous. Eh bien, merci beaucoup Vincent pour cette intervention. Tu es toujours plein d'enthousiasme et c'est vrai que ça donne vraiment envie de te suivre sur ce projet 41-21. On va peut-être simplement terminer par notre campagne, nous, Efficience, et vous montrer que si vous allez sur le site internet, Efficience, donc vous voyez _du6 santéautravail.org, et la partie QVCT, vous avez tous les éléments dont vous pouvez bénéficier, tous les événements, donc là c'est la semaine QVCT, mais en allant dans Event et dans Kerea, vous allez pouvoir retrouver dans Atelier, dans e-learning, tout ce que Efficience et Kerea vous proposent dans le cadre de la santé au travail et la semaine de QVCT dont on vient de parler. Voilà, c'était le webinaire d'aujourd'hui. On va peut-être du coup arrêter le partage. Hop. Et je ne sais pas s'il y a des questions peut-être. Et si vous n'avez pas encore posé des questions, n'hésitez pas. Oui. Oui, merci beaucoup à vous deux, Hervé et Vincent. C'était très clair et je ne sais pas si les participants ont effectivement des questions.
On a un petit peu de temps. Alors moi Si vous... maintenant, j'en ai une. En fait, quels sont les indicateurs que vous regardez au sein des entreprises pour évaluer justement Mm. l'efficacité, la pertinence du projet? Alors, ce que je peux faire, Natacha, déjà, parce que j'ai de répondre directement et indirectement à la question, c'est quelles entreprises on a Mm. et quels indicateurs on regarde? On regarde. Juste pour vous dire, dans les entreprises qu'on a déjà, eh ben, on a déjà un super panel. On a des boîtes de 1 salarié. Donc, les TPE, les hyper TPE, en haut, qui échappent à tous les radars de la prévention et de l'action en prévention. C'est pour ça qu'elles sont tellement importantes. On a des boîtes de quelques salariés. On a un coiffeur de 7 salariés. On a une petite entreprise de 12 salariés, etc. On a des PME qui montent 30, 40, 50, 60 salariés de l'industrie textile, une PME du BTP, une PME du nettoyage industriel. On suis très heureux. Une entreprise de taille moyenne qui fait partie du médico-social. Et derrière, on a des beaucoup plus grosses boîtes. Par exemple, on a l'établissement français du sang qui a mis tous ces établissements PACA et Corse sur le projet 41-21 pour ensuite voir s'ils le propagent à tous leurs établissements. On a aussi une filiale du groupe Vinci et on a une CARSAT de 900 salariés et on a une MSA, donc elles aussi qui ont décidé de s'appliquer à elles-mêmes les messages qu'elles peuvent porter aux entreprises. Donc ça, c'était juste parce que je ne l'avais pas précisé, le panel des entreprises déjà dedans. Et qu'est-ce qu'on regarde comme indicateur? Ben, il y a trois grandes familles. On a un protocole de recherche à 3 étages. Premièrement, le suivi des données socio-économiques. Donc, si je regarde bien, vous avez les données de l'accidentologie, des maladies professionnelles, des atteintes par la santé mentale, de l'absentéisme, du turnover, donc de ce qu'on connaît de façon assez classique, mais bien élargie, de nombre de salariés suivis pour des atteintes par la santé mentale, par les services de prévention santé au travail. Donc voilà, premièrement, ces indicateurs socio-économiques-là. C'est ce qui nous permettra de faire le avant, pendant, après. Mais sur l'angle large de leur santé physique et mentale, pas que sur les atteintes par la santé physique. Deuxième type, donc ça c'est le premier niveau, et ça on fera le avant, pendant, après. Les données socio-économiques. Deuxième type, c'est une évaluation quantitative qui va se faire par sondage, des sondages en utilisant des référentiels scientifiques d'évaluation de la santé physique et mentale auprès des travailleurs et des dirigeants. Et ça, j'insiste sur des référentiels scientifiques. Ce n'est pas des questions qu'un consultant peut imaginer en mettant un soleil, un nuage et puis la pluie. C'est des référentiels scientifiques d'évaluation de la santé physique et mentale pour pouvoir s'adresser aux travailleurs concernés et aux dirigeants concernés et voir comment on va évaluer leur santé physique et mentale avant, pendant, après. C'est le deuxième niveau de la recherche. Dans ces indicateurs-là, on va aussi prendre les données économiques, cherchez le mot, les données économiques, l'impact économique, à minima l'impact économique perçu par l'entreprise sur la mise en place de la démarche. Le troisième niveau de la recherche, c'est une évaluation. C'est une recherche-action qualitative où là, elle a déjà commencé, les premiers résultats de la recherche seront publiés le 27 août à l'université d'été. On a des chercheurs portés par le LEST, le laboratoire d'économie et de sociologie du travail, sociologues qu'ils sont, psychologues du travail qu'ils sont, ergonomes qu'ils sont, qui sont dans des entretiens qualitatifs avec un questionnaire scientifique semi-directif posé pour évaluer l'engagement des acteurs dans le projet 41-21. Qu'est-ce qui crée de l'engagement? Qu'est-ce qui fait perdre de l'engagement par catégorie, dirigeants, RH, partenaires sociaux, préventeurs, managers, non-managers. Donc ils vont aller questionner par des entretiens exploratoires, comme ils appellent ça, les conditions de l'engagement et éventuellement du désengagement des acteurs avant, pendant et après la mise en œuvre de la démarche projet 41-21, qui compléteront par des entretiens plus poussés dans des entreprises qu'on aura pu cibler assez représentatives de tous les types d'entreprises, typologies d'entreprises présentes. Donc une recherche-action qualitative qui sera menée et qui viendra questionner plus en profondeur que les seuls indicateurs quantitatifs socio-économiques et de santé physique et mentale dont on a parlé précédemment. Et c'est ces trois qui feront le bilan de la recherche scientifique sur le projet. D'accord. Merci beaucoup. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va clore ce webinaire. De toute façon,
Vous aurez le lien vers le replay, donc n'hésitez pas si des questions vous viennent suite à ce webinaire. Donc, on se donne rendez-vous à l'université d'été voilà, du projet 41-21, du coup, Vincent, à Marseille. Exactement. J'espère. Nombreux en présentiel ou en distanciel. Exactement, ouais. Ce serait sympa. Merci à tous, en tout cas, pour voilà, votre attention. Merci beaucoup. Puis je remercie encore Hervé et Natacha. Ouais. Merci à toi, Vincent. Bonne fin de journée à tous. Merci. À bientôt. Au Merci. revoir. Ouais. Au revoir. Au revoir.